Chers auditeurs, bonjour et merci pour cette nouvelle émission de Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits et nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant dans la description sur le lien qui est indiqué. Et en faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à notre magazine Histoire et Civilisation. Alors, au cours du Haut Moyen-Âge, entre les 5e et 10e siècles, lorsque la grêle tombe et que le tonnerre gronde, l'imaginaire des paysans se déploie. L'étude des imaginaires nous apprend beaucoup sur la perception et les pratiques liées à la météo que pouvaient avoir les paysans de cette période. C'est ce que nous allons voir avec vous, Jean-Pierre Devroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles et membre de l'Académie royale de Belgique. Vous venez de publier De la grêle et du tonnerre, Histoire médiévale des imaginaires paysans, donc aux éditions du Seuil. J'en profite, chers auditeurs, pour vous dire que le dernier numéro d'Histoire et Civilisation vient de paraître. Il porte sur la paysannerie, notamment à l'époque médiévale. Voilà, c'est ces paysans qui ont façonné la France. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce numéro dans votre kiosque habituel. Alors, pour commencer, Jean-Pierre Devroy, pour quelles raisons est-ce que la météo est un point de départ intéressant et pertinent pour comprendre les imaginaires paysans ? Parce que c'est l'un des éléments qui influent le plus sur des paysans qui vivent dans une économie de subsistance relativement précaire, à la limite des moyens d'alimenter leur famille, de reproduire leur exploitation, et que dans le cadre de la météo, on peut être confronté à des phénomènes de longue durée comme les sécheresses ou des épisodes comme on en connaît malheureusement beaucoup en France aujourd'hui de pluviosité anormale. La grêle et le tonnerre occupent une place particulière et peut-être ouvre vers ces imaginaires parce qu'elle est à la fois très localisée. Il grêle ici et dans le village voisin, ou voire dans le vignoble du voisin, la grêle n'est pas tombée. Donc elle est imprévisible, elle est potentiellement destructrice. Si la grêle arrive au mauvais moment, soit au moment où on a les bourgeons, soit au moment des récoltes, elle peut détruire en un instant ce qu'on a péniblement fait pousser. Et puis, elle est imparable. Encore aujourd'hui, on hésite sur les moyens. Le canon à grêle, ensemencer les nuages avec des avions, comme on l'a fait au début de la guerre froide pour changer la météo. C'est donc un phénomène qui est intéressant en soi. J'ajouterais que dans un paysage de sources qui est dominé de manière très, très forte, si pas exclusive, par les élites, par la haute culture, et en particulier par les clercs, il est à la fois intéressant de voir quelle place on accorde à la grêle et au tonnerre dans ces récits, et puis dans quelle mesure ces récits peuvent ouvrir ce que j'ai appelé des chemins de traverse, des portes dérobées qui vont nous conduire à un élément qui n'est pas du tout dans les objectifs de narration, dans la narrativité de ces sources de la haute culture, qui est la manière dont les paysans, dont les subalternes s'accommodent au monde. Oui, donc finalement, ça nous permet d'être plus proche de la condition réelle des paysans en s'intéressant justement à ce qui en est rapporté dans les sources. Et à ce titre, sur quelles sources vous vous appuyez plus précisément ? Alors je dirais que le premier survol des sources est assez décevant. Finalement, qui souffre de la grêle localement ?
le paysan. Le propriétaire, le seigneur, lui, il est bien loin de ses préoccupations. C'est avant tout un consommateur, donc il va dépendre de la rente seigneuriale. S'il est un habitant des villes, alors bien sûr, le tonnerre ou la grêle sont des phénomènes qui sont effrayants, qui peuvent provoquer éventuellement un incendie. Mais la manière de se procurer la nourriture, c'est par le marché. Le paysan, lui, une fois qu'il a satisfait au marché et aux exigences du seigneur, la manière de se procurer la nourriture, c'est ce qu'il a produit. Et donc, ce qui est assez surprenant, on pourrait imaginer finalement que ces phénomènes occupent une grande place dans une littérature qu'on sait extrêmement attentive aux phénomènes astronomiques, à tout ce qui peut être des présages. Mais en réalité, on ne va raconter dans la plupart des sources, et notamment à l'époque carolingienne, dans les sources les plus intéressantes pour l'historien, que sont les annales et les chroniques, quand est-ce qu'on va parler de la grêle et du tonnerre? Quand la foudre est tombée sur un édifice important, une église par exemple, parce que là, comme la foudre est censée venir de Dieu, on se demande pourquoi, quand elle va foudroyer un personnage, ou quand elle va prendre un caractère vraiment exceptionnel. Et on aura des descriptions, notamment dans les annales royales franques, dont on hésite un peu à suivre ce qu'elles disent, qui expliquent que après des averses de grêle, on a trouvé des masses gelées de plusieurs mètres de longueur. La grêle, le tonnerre dans sa quotidienneté, elle est révélée par un document. Oui, alors justement, c'est peut-être face à ce vide, ces lacunes dans les sources, que vous avez été obligé de faire un choix. Alors quel a été votre choix? Quel document avez-vous pu trouver pour vous appuyer sur un témoignage qui nous rapporte les imaginaires paysans vis-à-vis de la grêle et du tonnerre? Voilà, le chemin, il avait été tracé par les spécialistes de la micro-histoire, des gens comme Carlo Ginzburg ou Giovanni Levi, qui avaient eu la chance de tomber sur un ou un ensemble de documents, souvent des sources judiciaires, qui tout d'un coup révélaient un pan absolument méconnu des imaginaires. On peut penser à la fameuse étude sur le fromage et les vers, ou encore aux Benandanti, ces sorciers chamans du Frioul qui, au début du XVIe siècle, vivent des expériences extracorporelles qu'ils interprètent comme le fait qu'ils s'envolent pour se battre contre des mauvais sorciers avec des branches de sorgho qu'ils vont utiliser. Et de leur combat, de l'issue de leur combat, dépendra la bonne ou la mauvaise saison. Donc, ces documents-là sont des marchepieds. Et dans le cas de la grêle et du tonnerre, c'est pas le hasard, parce que le traité est quand même relativement bien connu. Il y a ce traité d'Agobard de Lyon, donc l'archevêque de Lyon, disons dans les années 810-840, pour le situer chronologiquement, qui, au début de sa carrière ecclésiastique, alors qu'il n'est pas encore archevêque, dans les années 810, écrit un traité intitulé « De la grêle et du tonnerre ». Dans ce traité, il fait part de son expérience, et notamment de l'expérience qu'il a acquis comme adjoint de l'archevêque. Il est chargé de faire des tournées dans les campagnes, et lors d'une de ces tournées arrive un événement sur lequel on reviendra dans un instant. Mais avant ça, il faut peut-être situer le document. Alors c'est un document composite, peut-être écrit en plusieurs fois, dont la première partie se présente comme un sermon, donc adressé aux fidèles, pour faire passer une opinion particulière, pour les convaincre.
Et puis la deuxième partie est plus classiquement un traité de théologie qui va aller chercher dans la Bible tous les antécédents possibles de ce que peut être la grêle et le tonnerre. Et donc, Agobard de Lyon est à la fois dans ce qu'on appelle la pastorale, dans le sermon, dans une rhétorique de persuasion, où il est important, quand il s'adresse aux fidèles, d'être compris par eux, d'être dans le contexte, y compris dans le contexte de leur croyance. Et puis, dans la partie théologie, son public est différent. C'est les prêtres, les autres évêques. Et cette partie-là, finalement, est évidemment beaucoup moins intéressante pour le sujet. Alors justement, donc on a un évêque qui nous parle de la météo. Et alors, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, puisque c'est un témoignage religieux, finalement, c'est une source religieuse qui nous apporte des informations sur l'imaginaire des paysans. Donc, quel est l'angle, finalement, de cette personnalité dans la source, dans le document? Donc, Agobard construit son propos comme un traité de rhétorique, on dirait aujourd'hui comme une dissertation. Donc, il va commencer par exposer une question, et puis à partir de cette question, il va développer une démonstration. La question qu'il soulève, c'est pourquoi dans le Lyonnais, la majorité des gens, qu'ils soient vieux ou jeunes, qu'ils soient nobles ou de simples paysans, qu'ils habitent la ville ou la campagne, pourquoi croit-il que des personnes sont capables de repousser les vents et les tempêtes et d'empêcher la grêle de tomber? Donc on a là une ouverture sur des croyances. Alors on pourrait imaginer que c'est simplement un truc de rhétorique, une image, mais en fait la suite du traité va montrer qu'il y a bel et bien des personnages qu'Agobard va appeler les tempestarii, donc ceux qui s'occupent des tempêtes, qui sont là actifs, qui sont même salariés par les communautés paysannes pour les protéger de cette calamité et l'écarter des endroits où ils se trouvent. Et face à cette idée, alors Agobard va travailler sur deux plans. Il va travailler comme un détective. J'aime toujours bien la comparaison à Guillaume de Baskerville, le héros du Nom de la Rose. Il va développer en fait une enquête sur la base de la véracité, de la plausibilité du témoignage. Et puis, dans un deuxième temps, il va opposer, après avoir ruiné ces témoignages, il va opposer à ces fausses vérités la vérité de la foi et donc sa conception propre théologique de la manière dont Dieu agit dans le monde. Donc, pour Agobard, ou bien on est stupide, ou bien on est malfaisant, mais en tout cas, aucun homme ne peut commander à la grêle. Et quand on lui dit, on est là dans le domaine un peu des rumeurs, des fake news, des légendes urbaines auxquelles notre époque nous a habitués, quand on lui dit, mais un tel a vu un tempestaire repousser les vents, il le fait venir chez lui, il lui dit, mais quand tu dis que tu l'as vu, est-ce que tu l'as vraiment vu? Et probablement a-t-il suffisamment de charisme pour qu'on ne lui mente pas, et effectivement, le témoin dit, non, je ne l'ai pas vu, j'ai vu quelqu'un qui a vu, et ainsi de suite. Et donc, après avoir finalement démonté les témoignages, il oppose à ça sa conception. Alors, on va utiliser un mot un peu compliqué de philosophie antique, qui est un monisme. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, l'action de Dieu est partout. Elle est à la fois immanente, donc Dieu est le pourquoi de toute chose, et puis elle est transcendante, c'est-à-dire que cette action, elle est incompréhensible aux hommes. Et donc,
dire qu'un homme est capable de faire tomber la grêle ou de la repousser est absurde, puisque c'est toujours Dieu qui va intervenir en fonction de son omnipotence et de son omniprésence. Oui, c'est vrai que vous insistez beaucoup sur cette notion. Alors, pour qu'on comprenne un petit peu mieux, est-ce que vous pouvez nous détailler quelles sont les principales figures qui sont réputées avoir un pouvoir sur les récoltes? Alors là, il faut confronter un monde qu'on connaît finalement très peu, qu'on ne peut que supposer par le travail de l'anthropologie et du comparatisme, qui est un univers analogique, composé du monde réel, celui dans lequel on vit, et puis de ce qu'on va appeler le monde caché, un monde caché dans lequel résident les forces, les objets qui peuvent influencer les phénomènes du monde réel. Ce qu'un tempestaire fait aux yeux de ceux qui croient en son action, c'est être un médium qui, à partir de sa position dans le monde réel, à partir de gestuelles particulières, d'incantations, de bruit, va se mettre en communication avec ces forces du monde caché. C'est ainsi que ça fonctionne, et évidemment, ça n'a rien à voir avec l'explication finalement très simple du monisme, qui consiste à dire le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde qui a été créé par Dieu, et dans lequel Dieu est la source, la cause, le pourquoi de toute chose. Et donc, finalement, ces tempestaires, si on était en Sibérie au 19e ou au 20e siècle, on dirait que ce sont des sortes de chamans, des gens qui n'ont pas leur savoir, sont capables en fait d'entrer en communication avec le vent, avec la grêle, avec la tempête, et le détourner, le commander, le piloter finalement pour qu'il tombe ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont vus, si on prend la conception moniste par rapport aux actions des tempestaires, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont un peu vus comme un contre-pouvoir par les autorités religieuses? Alors c'est effectivement, beaucoup d'historiens sont toujours à la recherche d'une espèce de religion des campagnes païennes remontant aux Celtes, avec leurs prêtres. C'est assez peu crédible. Il faut se dire qu'une région comme le Lyonnais est christianisée depuis le 2e et le 3e siècle. On a peine à imaginer que les tempestaires auraient été des espèces de contre-curés. Non, on est en fait dans un phénomène qui est complexe, qui est le phénomène de la christianisation, qui est quelque chose qui se fait à la fois du haut vers le bas, comme un processus d'acculturation qu'on a pu connaître, par exemple, pendant la conquête du Nouveau Monde, et puis qui se fait du bas vers le haut, par une imprégnation ou une instrumentalisation des moyens qui sont mis à la disposition du peuple par cette idéologie, cette culture dominante. À partir de là, certains récits sont impossibles à remettre en ordre. Le tempestaire ne peut être qu'un imposteur. Par contre, quand on a affaire à des éléments qui sont très puissants dans le monde analogique, qui sont les plantes, les objets, on voit très bien comment on recompose finalement une histoire, une narration, pour la rendre complète. Alors, je vais prendre un exemple pour que ça soit clair. Il y a une logique de symétrie inverse qui joue dans le monde de l'analogie, qui est que on va penser que, par exemple, une plante qui pousse à contre-courant du cercle normal de la végétation est une plante qui va pouvoir agir sur le cosmos, sur l'environnement, en raison justement de cette différence. Ça explique par exemple que les cyprès, les ifs,
toujours vert, et la réputation de protéger de la faune. L'aubépine, c'est une plante qui peut fleurir plusieurs fois, et notamment fleurir en hiver. Donc elle correspond à cette famille de plantes qui brisent la temporalité cyclique de la nature. Alors, quand on fait des enquêtes ethnologiques au 19e ou au 20e siècle, on va dire, ah oui, l'aubépine, si vous cachez sous une aubépine, jamais la foudre tombera sur vous. Si l'orage menace, il suffit de jeter un brin d'aubépine. Mais on va aussi dire, l'aubépine, parce que c'est un épineux, a permis à la Sainte Vierge de se cacher, donc à la Sainte Famille de se cacher au moment où elle était pourchassée. Et donc, on voit que des récits, finalement, vont s'entremêler, sans qu'on puisse toujours faire la part de ce qui vient d'en haut, de ce qui est une réécriture par la culture dominante, et de ce qui vient d'en bas, qui est une manière de se réapproprier le monde et de se donner les moyens, même si ce sont des moyens idéaux et pas matériels, d'une certaine manière, de le maîtriser. Et alors justement, vous avez parlé des analogies avec les plantes, mais quelles sont les analogies avec les quatre éléments? Alors il faut imaginer que les médiévaux, qui sont en ça l'héritier des Romains de l'Antiquité et des Grecs, imaginent le monde comme un monde à 3 étages. Au centre, forcément, il y a la Terre. Au-dessus, il y a le monde céleste. Et en dessous, il y a le monde inférieur. Dans ces 3 étages du monde, on va rencontrer les 4 éléments. Donc l'eau, la terre, l'air, le feu. Avec un fonctionnement, et donc une espèce de possibilité de communication entre un étage et un autre. Je vous donne un exemple qu'on va trouver chez Gervais de Tilbury, par exemple, dans les loisirs impériaux, un recueil d'histoires fabuleuses, comme on aime au XIIe siècle à se les raconter dans l'aristocratie. Gervais de Tilbury raconte l'histoire d'un marin qui est descendu le long d'une ancre depuis un bateau du ciel. Cette ancre s'était accrochée à une tombe d'un cimetière. Alors évidemment, les gens vont s'attrouper, ils vont tenter de retenir ce marin. Et ce marin, en fait, il est en train de se noyer dans l'air parce qu'il vient du monde supérieur. Donc vous voyez le jeu finalement de l'analogie inversée. Et il faut qu'il y ait un prêtre qui dise non, laissez-le repartir. Il y a donc entre les 3 étages du monde des éléments qui servent en fait de couloir, de médium. Alors ces éléments, ça peut être un arbre, comme le fameux Yggdrasil, l'arbre de la mythologie germanique que Charlemagne a fait détruire pendant sa campagne de la Saxe. Ça peut être un accident comme dans la nef de Magonia de notre Agobard de Lyon. Ça peut être une ancre ou un harpon. Et donc on rencontre très très régulièrement ces histoires de rencontres entre des gens qui habitent dans le monde d'en haut, sur des radeaux des vents, bateaux de nuages, ça dépend comment on les appelle, et qui, à un moment donné, empruntent un de ces couloirs. On est presque dans les visiteurs. Empruntent un de ces couloirs et se retrouvent à un étage où ils n'ont rien à faire. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus en détail la nef de Magonia et ce qu'elle nous dit sur l'imaginaire des paysans du Lyonnais? Alors c'est dans la première question donc, qui est abordée par Agobard. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui manipulent les vents et les tempêtes? Et une première démonstration assez rapide basée sur l'enquête de témoignages. Personne ne peut en témoigner et en plus la vérité de la foi, la vérité théologique montre que c'est absurde. Le voilà qui se met à raconter une histoire. Il est occupé
à une tournée d'inspection dans les paroisses. Et les paysans qu'il rencontre lui amènent 3 hommes et une femme enchaînés, dont il réclame qu'ils soient condamnés et mis à mort par lapidation. Alors, Agobard leur demande évidemment de raconter et expose du coup le contenu de ce qui est arrivé. Ces paysans expliquent qu'ils ont trouvé ces 4 malheureux après un orage de grêle dans les champs, qu'ils pensent qu'ils sont en fait des marins tombés d'un bateau de nuages qui vient d'un pays qui est qualifié par eux de Magonia, disons le pays des mages, et que ces marins sont chargés par leur maître de Magonia d'acheter aux tempestaires les récoltes qui ont été détruites par la grêle. Alors, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle mélange à la fois une légende thématique, un mythe comme Lévi-Strauss aurait pu l'analyser, un mythe de rencontre, et puis des éléments du réel. Moi, ça m'a tout de suite, comme historien de l'économie et des paysans du Moyen-Âge, fait tiquer de dire pourquoi acheter. Qu'est-ce qui est finalement dans la vie quotidienne des paysans une des menaces principales pour leur survie? C'est la spéculation. Ce sont les marchands qui achètent toujours très bon marché pour revendre très cher, qui, quand il y a pénurie, vont prêter et vont récupérer leur dû après la récolte en doublant éventuellement la somme qui avait été prêtée. Ce sont tous ceux qui sont des escamoteurs qui dissimulent les récoltes pour faire monter les prix. Et donc il y a cette irruption du réel. Il y a un fait qui est un fait physique, c'est l'impression qu'on a, je crois qu'on peut facilement aller sur Internet, voir en tapant grêle, vigne, l'impression qu'on a quand la grêle est passée, qu'il n'y avait rien. Qui a eu une véritable disparition de la récolte. Et puis, un troisième élément, mais là on est évidemment dans la spéculation, ces 3 hommes et cette femme, c'était quoi? Peut-être des glaneurs et des glaneuses, parce qu'effectivement, quand un champ a été ravagé, la seule possibilité qu'on a, c'est de ramasser les grains tombés au sol. Et puis, le dernier élément, peut-être le plus intéressant, c'est cette idée que les marins sont venus sur un bateau de nuages. Et là, on a évidemment, quand on se tourne vers la météorologie, une très très forte analogie qui est de nature morphologique entre les cumulonimbus. Donc ces nuées d'orage, bon, malheureusement on en rencontre pas mal pour le moment, qui ont plusieurs kilomètres de hauteur et qui peuvent avoir la forme d'une proue de bateau. Ces nuages sont en fait à la racine de toute une série de mythes sur ces bateaux de nuages et nous disent quelque chose sur ce que le mythe peut apporter alors à la vie quotidienne des paysans. Parce que être capable de reconnaître un bateau de nuages, un cumulonimbus, c'est aussi avoir le temps de mettre le bétail à l'abri, parfois de rentrer une partie des récoltes, de se mettre soi-même à l'abri. Et donc, on voit ce qui m'a très fort intéressé comme historien de l'environnement, cet entremêlement finalement entre l'idéal, entre des récits et la manière de s'approprier le monde. Alors, les paysans ne sont pas des météorologues, mais ils se sont donné les moyens de reconnaître des signes qui, par l'expérience et dans des régions où les orages sont extrêmement nombreux, comme dans le centre de la France, leur permettent de prévoir. Et justement, est-ce que donc dans les pratiques des paysans, que ce soit les rites, les processions, tout ce qui peut être mis en place concrètement dans
les zones qu'ils habitent. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qui se met en place est conduit un petit peu par la peur et justement la dépendance ou la volonté de prévoir d'éventuels événements climatiques qui pourraient perturber la vie quotidienne? Alors je pense que la condition de la peur, c'est la capacité de la population à désigner un responsable. Je pense que sinon, on n'est pas dans le domaine de la peur, on est dans le domaine de la fatalité. Et c'est vrai que si un historien rationaliste comme moi peut avoir beaucoup de sympathie finalement pour le monisme d'Agobard qui ramène tout à une seule cause, un peu comme Newton a découvert la loi de la gravitation comme une loi fondamentale, il ne faut pas imaginer que le christianisme, que l'Église médiévale est totalement à l'abri de formes de dualisme qui se construisent comme dans les univers analogiques sur l'idée du monde réel et du monde caché et qui dissimulent dans ce monde caché des forces obscures qui sont capables d'infliger le mal dans le monde réel. Ça, évidemment, c'est la porte ouverte à ce qu'on a appelé la société persécutoire, c'est-à-dire la recherche des responsables aux difficultés du quotidien. Alors, ce n'est pas propre au Moyen-Âge. On peut rencontrer ce type de raisonnement et on va bien dans le sinistre XXe siècle, ce sera les paysans riches, dans le stalinisme, les juifs dans le nazisme, mais au XXIe siècle, ça peut être les immigrés, les étrangers en général, tous ces gens à qui on peut attribuer une capacité d'agir qui permet en fait de se rassurer. Et là, on a des sociétés. Alors les sociétés persécutoires, elles fonctionnent dans les deux sens. Elles peuvent répondre à des bouffées d'anxiété qui viennent du bas, mais elles peuvent aussi être canalisées et instrumentalisées en partant du haut. Agobard, parce qu'il a lu son Cicéron, donc il sait comment faire une bonne dissertation, tout à la fin de son récit, de son récit théologique, arrive avec une deuxième histoire, qui est l'histoire de la poudre mortelle. Il faut savoir que dans les années 810, il y a une épidémie extrêmement importante, une panzootie, pour utiliser un mot compliqué, qui va tuer, décimer les bovins dans toute l'Europe occidentale. Ça a dû être un phénomène effrayant, mais en plus une perte très très importante en force de traction, en engrais. Et Agobard raconte que, en fait, il y a une rumeur qui s'est répandue selon laquelle le pire ennemi de l'extérieur de l'Empire franc, le prince de Bénévent, qui est en fait le dernier prince de cette dynastie des Lombards qui régnait et qui menaçait la papauté en Italie et qui a été battu et remplacé par Charlemagne, que ce prince de Bénévent a envoyé une espèce de 5e colonne de Bénéventins avec des chariots pleins de poudre, que ces poudres, on les a répandues dans les sources, dans les rivières, dans les prairies, et que cette fameuse poudre est la cause de la mort des bovins. Agobard dit qu'en fait, on s'est saisi d'un nombre important de ces malheureux, qu'on les a soit lynchés, soit traînés probablement devant des tribunaux locaux, où on les a torturés jusqu'au point où ils reconnaissaient être effectivement des agents de Grimoald. Et alors ce qui est intéressant chez Agobard, c'est qu'il ne croit pas du tout à ça. Il fait appel à la logique. Alors même si on peut la discuter aujourd'hui, il dit c'est quoi ce poison qui tue les bovins, qui ne tue pas les autres animaux? Bizarre quand même. Et puis, et là on est dans un raisonnement
mathématique. Il dit, imaginons que tous les habitants du Ménévent, bon, c'est une petite principauté du sud de l'Italie, tous les habitants du Ménévent, alors, les vieillards, les enfants, les hommes et les femmes adultes, aient eu suffisamment de chariots à leur disposition, comment auraient-ils pu aboutir à cet empoisonnement universel? Et donc sur cette base-là, mais on a à la fois la bouffée persécutoire, on cherche à ce phénomène effrayant un responsable, un bouc émissaire, et puis la contamination, la contagion vers la justice. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors d'Agobard, on a au moins 2 sources carolingiennes qui montrent que Charlemagne s'est intéressé à ce problème. Dans un capitulaire, il dit qu'il ordonne des enquêtes sur la fable de la poudre mortelle. Probablement, non pas parce qu'il y a eu des lynchages, qui échappent sans doute, mais parce que la justice comtale s'est fourvoyée dans ces éléments. Et donc, on est là dans la démonstration de situations qui sont des situations souvent de stress social généralisé, dans lequel on a du bas vers le haut, il ne faut pas être angélique évidemment, du bas vers le haut mais aussi du haut vers le bas, une espèce de consensus pour rendre responsable une catégorie de la population d'un danger, d'un péril ou de dégâts particuliers. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'Église carolingienne et l'Église jusqu'au XIIe siècle ne croient pas à ces histoires de sorciers qui sont capables de nuire. Il faut attendre vers 1250 pour que, alors que l'Inquisition est déjà en place, le pape dise intéressez-vous aussi aux jeteurs de sorts. Il faut attendre le XIIe siècle et quand même à des grands intellectuels médiévaux, Thomas d'Aquin, pour voir se forger l'idée du pacte diabolique, faustien, de celui qui va obtenir des pouvoirs de nuire réellement en s'adressant à Satan. Et dans la sédimentation de ces 2 phénomènes, voir alors au XVe siècle se développer la démonologie et finalement commencer ce phénomène épouvantable de chasse aux sorcières qui va s'éteindre progressivement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Là, on est vraiment dans la société de persécution. Et ce qui est intéressant, c'est un double phénomène. Premier phénomène, c'est que dans les procès qui sont faits aux sorcières et aux sorciers, la grêle devient un élément, l'intempérie devient un élément important de l'action maléfique de ces sorciers diaboliques. Alors bien sûr, il y a d'autres schémas, comme le sabbat et d'autres, mais c'est quelque chose qui intervient dans 7 à 8 procès sur 10. Et puis le deuxième phénomène, c'est un phénomène qui touche alors à l'histoire du genre, c'est que tout d'un coup, ces individus qui sont capables de maîtriser les intempéries ne sont plus des hommes. Bon, pas très compliqué de penser qu'une puissance telle que de pouvoir détourner le vent ou la tempête est purement masculine, ce sont très rapidement, quasi exclusivement des femmes. Finalement, à l'époque du traité de Lyon, quelles pratiques sont condamnées? Est-ce qu'il y a certaines pratiques des tempestaires qui sont condamnées en particulier ou simplement c'est des observations et... La position du clergé moniste, c'est de dire que Satan est simplement le maître de l'illusion. Donc il peut faire croire aux gens qui sont capables de faire des choses. Dans les traités de pastoral, dans les pénitentiels de la fin du IXe et du XIe siècle, ces croyances sont traitées finalement comme des erreurs, des égarements, des péchés relativement véniels, et on ne
sévit vraiment que contre les récidivistes, ceux qu'on a pris en flagrant délit de croire à quelque chose. Et d'ailleurs, les pénitentiels disent est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as fait? Mais de toute façon, que ce soit le croire ou le faire, c'est de l'illusion. L'histoire qu'on va retrouver au XVe siècle du sabbat des sorcières, qui est un canon qui apparaît, qui émerge au Xe siècle, qu'on appelle le canon épiscopie, disent certaines femmes croient qu'elles s'envolent vers des lieux où elles rencontrent des bonnes dames ou des déesses de l'Antiquité pour avoir un colloque avec elles. C'est évidemment, disent les théologiens, un tissu de stupidité et d'ignorance. Et donc, l'Église, d'une certaine manière, elle est inclusive. Elle cherche à éduquer et finalement pas à punir. Ce qui se passe finalement, c'est que quelque chose qui était un péché véniel, qui vous valait une pénitence, le pain et l'eau pendant 3 semaines, comme par exemple être accusé d'avoir fait tarir le lait de son voisin, au XVe ou au XVIe siècle, vous amène devant l'inquisiteur ou le juge laïque, à la torture, souvent à l'aveu et au bûcher. Parce qu'entre les deux, finalement, on a basculé dans un univers qui est un univers de monde caché, de force obscure, qui n'est plus finalement l'univers de l'humour. Parlait de cette fonction de rassurer, protéger et rassurer, qui était finalement la fonction de l'Église. Cet univers-là, il est épouvantable, puisqu'à tout moment, le voisin peut se transformer, la vieille femme peut se transformer en une puissance diabolique. Et justement, pour quelles raisons les femmes sont de plus en plus accusées de sorcellerie ou soupçonnées d'avoir un pouvoir sur la météo? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Alors, il y a une œuvre médiévale que j'adore qui est d'un prêtre qui s'appelle Johannes Nieder, qui s'appelle La Fourmilière. Alors c'est un traité assez classique de discussion entre un maître et son élève. L'élève s'appelle Piguer, le paresseux, parce qu'évidemment les élèves sont toujours paresseux par rapport au maître. Et à un moment donné, le maître explique comment des femmes sont capables de déchaîner la tempête, de faire tomber la grêle. Et bon, c'est évidemment un artifice de dialectique. L'élève un peu ballot dit « Comment est-ce que c'est possible que des êtres aussi faibles soient capables de faire des choses aussi puissantes ?» Et là, on a cette espèce de salto dialectique qui fait dire une idée, mais c'est précisément parce qu'elles sont faibles. Parce que si elles sont faibles, elles peuvent être plus facilement séduites par Satan et se mettre à son service. Le fameux Marteau des sorcières, ce livre épouvantable qui sert de manuel aux inquisiteurs, qui a été écrit par deux inquisiteurs dominicains à la fin du XVe siècle, le Marteau des sorcières dit, à un moment donné, donne l'étymologie de Femina. Femme. Femina, disent Sprenger et Institoris, Femina, ça vient de fée, foi, et minus, moins, qui a moins de foi. Parce que, et alors il continue, parce qu'effectivement, les femmes sont faibles, elles sont séduites sexuellement par le démon, et ça amène à ce qu'il y ait beaucoup plus de sorcières que de sorciers. Finalement, le sorcier va plutôt être dessiné comme quelqu'un qui possède des pouvoirs particuliers, tandis que la sorcière va apparaître comme une complice de Satan, et on va voir des descriptions où on voit la sorcière. Alors elle
Elle a sa bassine dans laquelle elle met des herbes qui montent vers le ciel. C'est important parce que la vapeur va pouvoir se transformer éventuellement, selon la science antique, en grêle. Et puis, elles tournent dans le chaudron en faisant des signes avec leur balai, non pas parce qu'elles sont capables de produire la grêle, mais parce que de cette manière-là, elles vont faire un signe à leur démon familier qui, lui, est en position de faire tomber la graine. Donc voilà, c'est ça qui explique alors cette période de 2 ou 3 siècles où on a ce que j'ai appelé l'essor et le déclin de la tempestaire. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que à la fin du XVIIe siècle, bon, quand même, quand la raison l'emporte sur les fantasmes et la déraison démonologique, la justice royale va décider d'un édit, l'édit de 1682, qui va en fait décriminaliser la magie. On va encore condamner des gens comme la voisine, par exemple, pour empoisonnement, mais c'est parce qu'elles sont des empoisonneuses, pas parce qu'elles sont des sorcières. Et on va assister à ce phénomène assez incroyable, c'est qu'au XVIIIe ou au XIXe siècle, on ne rencontre plus jamais, quand on regarde les récits de folklore, les enquêtes ethnologiques, on ne rencontre plus jamais de femmes en position de manipuler les vents et les intempéries. On revient au bon vieux schéma avant, avec 2 personnages, le sorcier de village, et puis ce que j'ai appelé le curé paragrêle, à qui on va s'adresser au XIXe siècle, quand l'orage et la grêle menacent, pour être le tempestaire, mais le tempestaire en étole et en habit religieux. Bien, Jean-Pierre Devreux, merci d'être venu au micro de Storia Voce depuis la Belgique. Et il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et n'oubliez pas de vous rendre chez votre marchand de journaux pour vous procurer notre dernier numéro de Histoire et civilisation qui porte donc sur la paysannerie, ces paysans qui ont façonné la France.